Bonjour, c'est Frédéric. Je vais vous conter l'histoire du coupé Peugeot 407, un résumé de l'article de Gilles Afonso que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site du Nouvel Automobiliste. Toutes les bonnes choses ont une fin et la collaboration entre Peugeot et Pininfarina sur le coupé 406 n'est pas reconduite pour le coupé 407. Peugeot, en effet, a retenu le dessin de sa propre équipe de design, menée à l'époque par Gérard Velter, qui n'est autre que le père du sacré numéro, la 205. Mais n'est pas Pininfarina qui veut. Et le résultat s'est révélé moins heureux. Que s'est-il passé? Les contraintes techniques et financières auraient-elles muselé les artistes? Aurait-il simplement manqué d'inspiration? Attention, n'allons pas trop vite en besogne, cette voiture n'est pas laide, loin de là. Disons simplement qu'elle a toujours souffert de la comparaison avec son illustre aïeul. Revenons-en à cette 407 coupée. Elle fut présentée au Salon de Francfort 2005. On va tenter de vous la faire découvrir, voire redécouvrir, et vous convaincre qu'il faut l'admirer, affranchi de tout préjugé, de toute influence précédente. D'ici, on voit certains regards qui pourraient se demander comment va-t-on s'y prendre pour défendre ce dessin. Eh bien, on peut leur répondre que oui, ce dessin est moins gracieux que celui de son aîné, la 406 coupée, que c'est un doux euphémisme, que son porte-à-faux est long comme un jour sans pain et que sa poupe est plutôt balourde. D'autres griefs également, qui n'ont pas aidé à asseoir cette réputation sur le coupé 407, les motorisations. C'est bien simple, on a pris les mêmes et on a recommencé. On ne peut pas vraiment parler de réelle évolution, 3 chevaux de plus pour le 4 cylindres, 1 cheval pour le 6 cylindres. Ce n'étaient pas des mauvais moteurs, non dénués d'intérêt, bien au contraire, mais si on pouvait en tirer une certaine quintessence à bord de la 406 coupée, une fois installé dans la lourde 407, c'est une autre paire de manches. Et même si le châssis était réglé aux petits oignons, spécialité maison, force est de constater qu'il n'était plus du tout à la fête. À qui la faute? La faute à des côtes plus larges, plus longues, plus hautes, la faute à un surpoids de presque 200 kg, comparativement au coupé 406, qui gommait toute velléité sportive et qui allait obliger son conducteur à chercher les qualités de la 407 coupée ailleurs que dans le pur dynamisme. Disons-le tout de go, la 407 coupée perd clairement son agrément de conduite par rapport à la 406. Mais pourquoi diable, chez Peugeot, n'ont-ils pas doté leur vaisseau, amiral, d'un moteur plus puissant? Surtout que le fabuleux châssis était tout à fait à la hauteur. Il aurait certainement pu encaisser plus de puissance et de couple. Élaborer une ultime évolution du V6 avec un, voire deux turbos pour taquiner les V8 allemands, mais non. Non, non, on se retient. On se dit que ce sera pour la prochaine fois. Pour finir sur l'aspect technique et les motorisations proposées par la 407 coupée, on pouvait donc opter pour les deux moteurs essence évoqués précédemment. On notera au passage que le V6 essence était bien évidemment proposé en boîte automatique, mais aussi en boîte manuelle, plutôt rare. Et on peut également évoquer le diesel. Nous étions alors en pleine époque du tout diesel, avec le 4 cylindres 2 litres HDI qui développait 136 puis 163 chevaux lors du restylage, en boîte manuelle, et de l'onctueux V6 HDI biturbo, partagé avec Jaguar et Land Rover sous la houlette de Ford. D'abord disponible en 2,7 litres et 204 chevaux, en début de carrière, il connut son évolution 3 litres qui développait 241 chevaux, là aussi lors du restylage, ce qui rend cette version tout à fait recommandable et rattrapant par la même occasion le retard déjà pris par rapport à ses concurrentes. Ce V6 moderne, abouti, réussi, était uniquement disponible avec une très bonne boîte automatique d'origine japonaise, Aisin, réactive, douce, qui aurait simplement gagné à encaisser un peu plus de couple. Seulement, l'architecture et la position transversale du moteur empêchent l'installation d'une boîte plus imposante qui aurait pu permettre davantage de largesse. Et puis, n'oublions pas que seules les roues avant sont motrices, après tout. Voilà, mais finalement, que vaut-elle réellement cette voiture? Pour faire simple, il faut considérer la 407 coupée pour ce qu'elle est finalement. Un excellent coupé grand tourisme avalant les kilomètres, au châssis et à la tenue route exemplaire, tout à fait d'actualité encore aujourd'hui, qui saura vous faire voyager en toute sérénité, dans un confort impérial et un silence de roulage étonnant, merci au double vitrage. Parce que son domaine de prédilection est bien là, la route et les voyages au long cours. Avec près de 5 mètres de longueur, un imposant porte-à-faux, un poids certain, on devinera de suite qu'elle se sentira bien moins à l'aise en ville qu'à l'attaque des créneaux. Les petits rouleurs ou les réfractaires au diesel privilégieront les motorisations essence, avec au programme de bonnes prestations, onctuosité et silence de fonctionnement, mais attention toutefois à leurs consommations respectives qui se révéleront élevées. Les gros rouleurs ou ceux qui recherchent un peu plus d'agrément lorgneront plus du côté des V6 HDI, ce qui est paradoxal lorsqu'on parle d'un coupé. On pourra également parler de son équipement bien fourni dès les plus bas niveaux de finition, que ce soit en sport ou sport pack, voire pléthorique en griffe, féline ou GT. Vous trouverez l'essentiel de ce que l'on est en droit d'attendre sur une voiture de ce standing.
Logiquement, c'est avec les niveaux de finition plus élevés que l'on sera les plus gâtés. Cuir intégral de bonne qualité recouvrant les beaux sièges enveloppants ainsi que le tableau de bord, siège à réglage électrique et à mémoire pour le conducteur, GPS, aujourd'hui certainement dépassé évidemment, synthèse et reconnaissance vocale, là aussi on fait mieux aujourd'hui, les phares Big Xenon directionnels, les efficaces suspensions pilotées sur les modèles V6, le double vitrage sur toute la gamme, sans oublier les radars détecteurs d'obstacles à l'avant comme à l'arrière et on en passe. J'ai bien envie de vous conter une petite anecdote au sujet de la 407 coupé. Au gré de mes pérégrinations ibériques estivales, j'ai eu l'opportunité d'effectuer 2 voyages de plus de 1500 km à bord d'une 407 coupé V6 HDI, puis à bord de l'une de ses principales concurrentes de l'époque, l'Audi A5 première du nom, elle également alimentée par un V6 diesel. Premier voyage effectué au volant du coupé français, puis, une semaine après, le même avec son homologue allemande. J'ai donc pu tout naturellement les comparer et confirmer les sensations ressenties à bord. Oui, bien sûr, on peut crâner au volant de la toute jeune A5 à l'époque toute de blanc immaculé, vêtue, et qui s'avérait plus tout, plus moderne, plus belle, plus puissante, performance époustouflante. Son système Quattro nous rappelait sans cesse que l'on pouvait compter sur lui, tandis que l'on flashait régulièrement à coups de téléphone portable à la verticale et de pouces levés, ce qui flattait l'ego du conducteur, bien sûr. Rien de tout cela à bord de la 407 coupé. Elle nous a menés à bon port en toute discrétion, point. Même au cours de ses ravitaillements en station-service, elle n'émouvait pas grand monde. N'empêche, tout conducteur lambda que l'on puisse être, on a davantage apprécié le périple à bord de la 407 que celui effectué à bord de la 5, qui l'eût cru. Qu'on le veuille ou non, cette impression d'espace, il est vrai toute relative, cette luminosité, ce silence quasi religieux ressenti au volant de la 407 coupé tranchait radicalement avec le bruit envahissant et à la longue pesant du V6 allemand, ou avec cette impression d'engoncement à l'avant mais encore plus à l'arrière que l'on éprouvait à bord de l'Audi. C'est au bout de quelques centaines de kilomètres que ce genre de détail a toute son importance. Et une fois arrivé à destination, le voyage effectué à bord de la Française s'est finalement révélé plus agréable. Alors, allons-y, qu'on me jette dans la fosse au lion. Je mourrai avec mes idées. Ceci dit, l'Audi est quand même agréable. Excellente de finition, aucune intention ici de lui faire un procès. Elle a évidemment d'autres formidables qualités à mettre en avant. En résumé, pour celui qui recherche une alternative plus originale à la berline tout en offrant 4 vraies places, pour celui qui cherche à frimer un peu le matin en partant au bureau devant son voisin qui est au volant de son monospace, pour qui cherche un daily séduisant qui sort du lot, et pour ceux et celles pour qui les performances pures importent peu, tout cela pour un budget d'achat contenu, foncez. Alors oui, mesdames et messieurs, cette voiture mérite que l'on s'intéresse à elle, ne serait-ce que parce qu'elle est l'une des dernières représentantes d'une lignée d'automobiles, aujourd'hui en voie de disparition, voire complètement disparue chez les marques tricolores, la fin d'une époque. Celle qui est encore trop récente n'est pas encore rentrée dans le cercle exaltant des fameuses et désirables Youngtimers. Elle se trouve aujourd'hui très facilement d'occasion. Les sites d'annonces regorgent de belles opportunités à saisir, parfois à des prix dérisoires, ce qui rend son rapport prix-prestation imbattable. Mais ne faites pas trop de bruit autour de cela. Il faut que cela reste un secret. L'on portera même une attention toute particulière à l'entretien prodigué, parce que si elle est mal entretenue, les caprices de madame, surtout en V6 HDI, peuvent rapidement ternir le tableau, gréver votre portefeuille et gâcher définitivement votre plaisir. Voilà, ce résumé de l'article de Gilles est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez en retrouver l'intégralité sur le site du Nouvel Automobiliste. À bientôt.